Il y a sur Jupiter une tempête qu'on observe depuis l'époque où Louis XIV régnait encore à Versailles, plus de 3 siècles et demi. Et personne, aujourd'hui, ne peut expliquer avec certitude pourquoi elle change de couleur, pourquoi elle rétrécit, pourquoi certaines années elle pâlit jusqu'au saumon et d'autres elle vire au rouge brique comme du sang sec. On l'appelle la grande tache rouge. Tu l'as déjà vue? Sur les manuels d'école, sur les images de voyageurs, sur les clichés du télescope spatial Hubble. Un œil cyclopéen, posé au sud de l'équateur jovien, qui te fixe depuis le temps de Cassini. Sauf qu'elle n'est plus la même. Au XIXe siècle, certains astronomes estimaient sa largeur à près de 40 000 km. 3 terres alignées pouvaient s'y noyer côte à côte sans se toucher. Aujourd'hui, selon les mesures les plus récentes de Hubble, elle s'est réduite à environ 14 000 km. Une seule terre, à peine. Personne ne sait quand elle s'arrêtera de rétrécir. Et personne ne sait non plus ce qu'il arrive à une planète si une tempête vieille de 3 siècles disparaît tout à fait. Ce n'est pas tout. À côté de la grande tache, d'autres taches naissent, disparaissent, se déplacent, changent de teinte d'une saison jovienne à l'autre. Des ovales blancs qui se forment en quelques semaines. Des ovales bruns qui fusionnent en silence. Une cousine plus petite, surnommée Ovale Ba, qui en 2006 s'est mise à rougir d'un coup, comme prise de fièvre, sans que personne ait pu prévoir le moment exact où le sang allait lui monter au visage. Et il y a autre chose, dont on parle moins. Les bandes même de Jupiter, ces rayures crème et ocre qu'on associe immédiatement à la planète, ne sont pas stables. Elles oscillent, elles s'effacent. La grande bande équatoriale sombre a complètement disparu en 2010, pendant des mois, avant de réapparaître comme si de rien n'était, comme si la planète entière avait cligné des yeux. Pose-toi la question, là, maintenant. Tu regardes une image de Jupiter dans un livre d'astronomie. Tu vois ses bandes ordonnées, sa tache rouge, son dégradé presque artistique. Tu te dis, voilà Jupiter, une fresque cosmique stable. Eh bien non. Cette image-là a sans doute déjà cessé d'exister au moment où l'imprimerie l'a fixée sur le papier. Ce qui se passe à la surface de Jupiter n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. Ce ne sont pas des nuages comme nos nuages. Ce ne sont pas des tempêtes comme nos tempêtes. Et le pire, c'est que les instruments dont on disposait depuis Galilée, depuis le XVIIe siècle, n'avaient jamais permis de regarder en dessous. On se contentait du papier peint. Jusqu'à ce que la sonde Juno arrive en orbite en 2016. Ce que Juno a vu sous les nuages a forcé une partie de la communauté planétologique à réviser, en silence, ce qu'elle croyait savoir sur la plus grosse planète de notre système. La grande tache rouge ne mesure pas quelques centaines de kilomètres de profondeur, comme on le pensait. Selon les données radiométriques publiées en 2021, elle plonge sur au moins 300 km sous le sommet des nuages. Peut-être davantage. Une cicatrice tournante qui descend plus bas que l'orbite de la Station spatiale internationale, multipliée par 1000. Et elle bouge. C'est ça le vrai problème. Tout ce que tu crois voir sur Jupiter est en train de glisser, de se déformer, de muter à des vitesses qui n'ont aucun équivalent terrestre. Aucun. Et plus on regarde, plus la liste des choses qu'on ne sait pas expliquer s'allonge. Commençons par les vitesses. Sur Terre, un ouragan de catégorie 5 dépasse les 250 km/h dans ses bourrasques les plus violentes. Le record, c'est environ 408 km/h, mesuré lors d'une tornade dans l'Oklahoma en 1999. Sur Jupiter, dans les vents de bordure de la grande tache rouge, on mesure jusqu'à 430, parfois 500 km/h. Et ça, ce sont les chiffres du sommet, les vents qu'on voit. Ceux qu'on peut filmer, ceux que Hubble suit depuis des décennies, image par image. Mais en dessous, dans les couches que Juno scrute avec ses sondeurs micro-ondes, le moteur de la tempête tourne dans une matière qui n'existe nulle part sur notre planète. Un mélange d'hydrogène et d'hélium sous pression traversé de cristaux d'ammoniac et de gouttelettes d'eau, qui se compriment, se densifient et finit par se comporter comme un fluide à mi-chemin entre le gaz et le métal liquide. Ce n'est pas une atmosphère au sens où tu l'entendrais. C'est un océan vertical de 5000 km d'épaisseur, peut-être plus, avant même qu'on touche au noyau. Et c'est là qu'une chose étrange se passe. Les bandes claires et sombres que tu vois sur les photos ne sont pas seulement des nuages. Ce sont les sommets visibles de courants en altitude qui plongent vers l'intérieur de la planète sur des milliers de kilomètres.
Juno l'a confirmé en 2018. Les jets joviens ne sont pas une simple peau de surface, ils s'enracinent profondément. Tu regardes Jupiter, tu vois des rayures. En réalité, tu vois la coupe d'un système racinaire qui descend dans le ventre de la planète comme les fibres d'un muscle. Quand l'une de ces racines vacille, c'est toute la tapisserie en surface qui se réorganise. Reviens un instant à la grande bande équatoriale sombre, celle qui a disparu en 2010. Pendant des mois, les observateurs amateurs eux-mêmes ont vu l'anomalie à travers leur télescope de jardin. Une rayure entière de la planète effacée, comme si quelqu'un avait passé un linge mouillé sur la photo. Les astronomes professionnels parlaient d'un blanchiment global. Une couche de nuages d'ammoniac plus haut s'était formée au-dessus de la bande sombre habituelle, masquant tout. Puis, en 2011, la couleur est revenue. Le maquillage a tenu environ 9 mois. Personne, là encore, n'avait su prédire ni le début ni la fin de l'éclipse. Et personne ne sait quand ça recommencera. Certains modèles suggèrent un cycle d'une dizaine d'années. D'autres équipes pensent que ces blanchiments sont chaotiques, imprévisibles, liés à des soubresauts profonds dont on ne mesure pas la cause. Tu te demandes peut-être pourquoi tout ça t'importe. Pourquoi une planète à 628 millions de kilomètres devrait te déranger, toi, ce soir, devant ton écran? Réfléchis à ce que ça veut dire. Jupiter est la plus massive de toutes les planètes du système solaire. 2,5 fois la masse de toutes les autres réunies. Une boule qui pèse à elle seule plus de 317 fois la Terre. Et cette boule, depuis 4,5 milliards d'années, joue le rôle de bouclier gravitationnel pour la zone intérieure du système. Sans Jupiter et sa masse, le nombre d'astéroïdes et de comètes qui s'écraseraient sur Terre serait tout autre. Or, ce bouclier-là n'est pas un objet figé. Il respire, il convulse, il change de visage. Et nous découvrons, mission après mission, que nous ne savons pas vraiment comment il fonctionne. Les modèles informatiques les plus récents, ceux que les équipes de la NASA et de l'Institut Max Planck ont fait tourner après les premières orbites de Juno, ne reproduisent pas correctement la longévité de la grande tâche. Sur un ordinateur, quand on lui demande de simuler une tempête de cette taille dans ces conditions, elle se disloque en quelques décennies tout au plus, pas en 3 siècles. Quelque chose, dans la physique de Jupiter, alimente cette tâche d'une énergie que les équations n'arrivent pas encore à isoler. Et quand un système refuse de mourir alors que ta théorie te dit qu'il devrait, c'est que ta théorie est incomplète. C'est là que la couleur entre en scène. Parce qu'avant même de comprendre pourquoi cette tempête refuse de mourir, on bute sur une question plus simple, presque enfantine, à laquelle personne n'a encore répondu. Pourquoi est-elle rouge ? Cette fameuse teinte brique, ce rouge sale qui a donné son nom à la tache, on ne sait pas avec certitude ce qui l'a produit. On sait qu'elle vient d'en haut. Des composés appelés chromophores, formés dans la haute atmosphère par l'action du rayonnement solaire ultraviolet sur des molécules d'ammoniac et d'acétylène. On a reproduit en laboratoire des teintes proches, à Pasadena, dans les années 2016. Mais aucun mélange terrestre ne reproduit exactement ce rouge-là, dans ces conditions de pression, à cette altitude. Jupiter peint avec une palette qu'on n'a jamais touchée. Et cette palette change. Certaines années, la tache vire à l'orange pâle. D'autres, elle s'assombrit jusqu'au brun rouille. En 2014, des observateurs ont noté un assombrissement marqué, qui a duré près de 2 ans. Comme si la chimie de la haute atmosphère s'était brusquement intensifiée. Personne n'a su dire pourquoi. Et tu n'as encore rien vu, parce que sous les nuages, là où Juno écoute, il y a la foudre. Pas la foudre que tu connais, pas celle qui craquelle un ciel d'orage en juillet. Sur Jupiter, les éclairs sont jusqu'à 1000 fois plus puissants que les plus violents éclairs terrestres. 1000 fois, imagine un instant. La décharge la plus brutale jamais enregistrée sur Terre, multipliée par 1000 et répétée plusieurs fois par seconde dans des cellules orageuses qui font la taille d'un continent. Voyager les avait entrevus en 1979. Juno les a cartographiés. Et ce que Juno a trouvé en 2020 a stupéfié les équipes. Les éclairs joviens ne se forment pas seulement en bas, là où l'eau liquide circule. Ils crépitent aussi très haut, dans des couches glacées où la théorie disait qu'ils ne pouvaient pas exister. Pour expliquer ces éclairs hauts, une équipe a proposé une chose qui ressemble à un cauchemar météorologique. Des grêlons d'ammoniac et d'eau, surnommés mushballs, des boules molles à demi gelées, à demi liquides,
qui se forment en altitude et plongent vers les profondeurs comme des projectiles. À mesure qu'elles tombent, elles s'enrobent de plus en plus de glace, deviennent plus lourdes et déchargent l'électricité qu'elles transportent. Une grêle ammoniacale qui éclate en lumière, une chose qu'aucun œil humain ne verra jamais directement, et qui pourtant pleut, en ce moment même, à des centaines de kilomètres sous les nuages que tu reconnais sur les photos. Tu commences à comprendre. Ce que tu vois sur Jupiter n'est pas Jupiter. C'est la fine pellicule visible d'une machine que personne n'a encore comprise. Et plus on enfonce les instruments, plus la machine devient étrangère. Quand Juno a basculé pour la première fois au-dessus du pôle nord de la planète en 2016, l'équipe d'analyse a cru à un défaut d'image. Parce que là, autour du pôle, parfaitement disposés, il y avait 8 cyclones géants en cercle. 8, chacun de la taille des États-Unis ou plus. Tournant ensemble, sans fusionner, sans se déchirer, comme des perles vissées sur un collier invisible. Au pôle sud, même configuration. 5 cyclones cette fois, en pentagone presque géométrique. Une figure que la nature, dans ce qu'on en connaît ailleurs, ne dessine jamais. Sur Terre, 2 cyclones qui se rapprochent finissent toujours par se manger ou se repousser. C'est le principe de Fujiwara. Sur Jupiter, ces monstres polaires se croisent à quelques centaines de kilomètres les uns des autres et restent là, stables, depuis au moins 6 ans d'observation continue. Personne, là non plus, ne sait pourquoi. Une équipe a tenté en 2022 de modéliser ce verrouillage géométrique. Le modèle marche, à condition d'imposer à la main des paramètres qu'on n'observe nulle part. En clair, on triche pour faire coller la simulation à la photo. La nature jovienne, elle, n'a pas besoin de tricher. Elle le fait, tous les jours, sous tes yeux, depuis qu'on a un télescope assez précis pour la regarder. Et au-dessus de cette ronde polaire, quelque chose de pire se prépare. Au-dessus des 8 cyclones du Nord, à plusieurs milliers de kilomètres dans la haute atmosphère, brûlent les aurores les plus violentes du système solaire. Sur Terre, une aurore boréale, c'est un voile vert qui ondule au-dessus de la Laponie. Une lueur. Une caresse photonique au-dessus d'un paysage de neige. Sur Jupiter, les aurores polaires libèrent une puissance estimée à plus de 100 fois celle de toutes les aurores terrestres réunies. Elles s'étendent sur des zones plus grandes que notre planète entière, et elles ne s'éteignent jamais. Voyager les avait soupçonnées en 1979. Hubble les a cartographiées dans l'ultraviolet. Et la sonde Juno, en 2017, a survolé ces feux polaires à moins de 8000 km au-dessus du sommet des nuages. Ce qu'elle a transmis a dérangé une bonne partie des spécialistes. Ces aurores ne se comportent pas comme les nôtres. Sur Terre, le vent solaire pousse les particules chargées dans la magnétosphère qui finissent par plonger en cascade le long des lignes de champ magnétique vers les pôles. Un mécanisme bien compris, modélisé, prévisible. Sur Jupiter, les aurores brillent sans le moindre vent solaire. Elles s'allument même quand le soleil est calme. Elles ont leur propre source à l'intérieur de la planète. Et cette source, on en devine la nature sans encore en mesurer toute la portée. Descends maintenant sous les nuages. Sous l'océan vertical d'hydrogène gazeux, à environ 20 000 km de profondeur, la pression devient telle que l'hydrogène cesse de se comporter en gaz. Il se métallise. Il conduit l'électricité comme un métal liquide. Une couche océanique d'hydrogène métallique, profonde, dense, en rotation rapide. Et c'est elle qui engendre, par effet dynamo, le champ magnétique le plus puissant de tout le système solaire. Près de 20 000 fois plus intense que le champ magnétique terrestre selon les mesures de Juno. Une bulle invisible si étendue que si tu pouvais la percevoir à l'œil nu depuis la Terre, elle paraîtrait, dans notre ciel, plus large que la pleine lune. C'est là que tout devient menaçant. Cette bulle magnétique piège les particules chargées émises par la lune Io, qui crache en permanence du soufre et du sodium par ses volcans. Les particules s'accélèrent, elles tournent. Elles forment, autour de Jupiter, des ceintures de radiation dans lesquelles un être humain serait foudroyé en quelques minutes. Une dose létale bien avant d'avoir atteint le sommet des nuages. Les missions vers Jupiter sont conçues pour traverser ces ceintures le moins longtemps possible. Juno elle-même, blindée d'un caisson en titane, voit son électronique vieillir orbite après orbite, grignotée par un rayonnement qu'aucun matériau humain ne peut totalement contrer. Et c'est là, dans cette fournaise invisible,
que se passe une chose dont peu de gens parlent. Jupiter rayonne, en interne, près de 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. 2 fois. La planète brûle, lentement, depuis l'intérieur. Les modèles classiques suggèrent qu'elle se contracte encore aujourd'hui, de quelques centimètres par an. Et cette compression libère une chaleur résiduelle qui remonte vers la surface. Tu regardes Jupiter sur une photo. Tu vois un astre froid, lointain, immobile. En réalité, sous ces nuages, c'est un cœur qui s'effondre depuis 4,5 milliards d'années sans avoir fini sa chute. C'est peut-être ça, le moteur qui alimente la grande tache, qui peint les bandes, qui verrouille les cyclones polaires dans leur géométrie de collier. Une combustion interne, lente, gravitationnelle, qu'aucun œil n'a jamais vue, et qui transpire en surface sous forme d'orages plus grands que des continents. Quand on te dit que Jupiter est une planète, c'est presque un mensonge poli. C'est une étoile ratée, une boule qui n'a pas atteint la masse critique pour allumer la fusion, mais qui continue, à sa façon, de brûler en silence. Et la tache rouge, ce que tu prenais pour un dessin sur une photo, c'est la cicatrice visible de cette combustion qui n'a pas de nom. Et cette cicatrice, on a peut-être enfin une date à laquelle elle pourrait s'éteindre ? En 2018, une équipe de l'Université de Californie à Berkeley, conduite par Philip Marcus, a avancé une prédiction que peu de chercheurs avaient osé formuler avant elle. La grande tache rouge pourrait disparaître d'ici 10 à 20 ans. Pas dans un siècle, pas dans un millénaire, dans le temps qu'il te faudra pour voir un enfant entrer à l'université. Leur modèle constate que la tache, en plus de rétrécir en largeur, devient plus haute. Comme une pâte qu'on aplatit et qu'on laisse lever malgré tout. Et quand un cyclone perd sa surface mais gagne en altitude, dans les fluides comme dans l'eau d'un évier qui se vide, il finit par se déstructurer en quelques tourbillons plus petits, puis par s'évanouir. D'autres équipes contestent. Des simulations menées en 2021 suggèrent que la tache pourrait se stabiliser à sa taille actuelle, voire reprendre du volume si certains jets profonds se réorganisent. Personne ne tranche. Mais le simple fait que la question soit posée sérieusement, que des chercheurs calculent en années humaines la mort possible d'un phénomène qui existait avant la Révolution française, ça dit quelque chose. Tu vis peut-être dans la dernière génération qui pourra encore pointer un télescope de jardin vers Jupiter et voir cet œil rouge qu'on imprime sur les manuels scolaires depuis plus d'1 siècle et demi. Et il y a pire que sa mort possible. Il y a sa réplique. En l'an 2000, 3 petites taches blanches que les astronomes suivaient depuis les années 60 ont fusionné en une seule. On a d'abord baptisé Oval BA, un nom de code austère, presque administratif. Puis, en 2006, sans qu'aucun modèle n'ait su prévoir le basculement, ce nouvel ovale est passé du blanc cassé au rouge soutenu. Les médias l'ont surnommé Red Spot Junior, un deuxième œil, plus petit, qui s'allume sur le visage de Jupiter à quelques dizaines de milliers de kilomètres de l'original. Et personne, là encore, ne sait pourquoi la couleur a basculé. Une chimie de haute altitude qui s'emballe, des chromophores qui se forment quand un vortex plonge assez profond pour pomper des composés de couches plus basses, ou toute autre chose. Le fait demeure, sous tes yeux, en moins d'une génération humaine, Jupiter a fabriqué une seconde tache rouge. Comme si la planète, en sentant la première s'épuiser, en préparait déjà une autre. Et toi, à ta place, tu accepterais qu'une équipe scientifique te donne la date exacte à laquelle la grande tache rouge va s'éteindre, en sachant que tu vivrais le reste de ton existence à compter les années qui restent à une tempête plus vieille que tous les drapeaux de ton pays? Ou est-ce qu'il y a des phénomènes qu'on devrait laisser mourir sans agenda? Pendant ce temps, à la surface, des objets continuent de plonger. En juillet 1994, 21 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 se sont écrasés sur Jupiter, l'un après l'autre, en l'espace de 6 jours. Le plus gros fragment, baptisé G, a libéré une énergie estimée à plusieurs centaines de fois la totalité de l'arsenal nucléaire mondial de l'époque. La cicatrice sombre laissée dans l'atmosphère faisait la taille de la Terre, visible avec un télescope d'amateur pendant des mois. Et ce n'était qu'une comète, brisée en morceaux par les marées joviennes, repérée seulement 2 ans plus tôt. Si un objet de cette catégorie visait la Terre avec ce calendrier de découverte, tu n'aurais pas le temps de finir une carrière professionnelle avant l'impact. Jupiter, cette semaine-là, a encaissé à notre place, sans s'excuser,
sans applaudissements. Comme elle le fait depuis 4 milliards d'années. Et chaque fois qu'on s'apprête à la croire stable, elle change de visage encore une fois, et elle nous rappelle qu'elle n'a jamais été un décor. Et voici ce dont personne ne parle. Tout ce que tu viens d'entendre repose sur 3 siècles et demi d'observation, 350 ans. À l'échelle de Jupiter, c'est moins qu'un battement de paupières. La planète existe depuis 4 milliards et demi d'années. Si tu ramenais cette histoire à une seule journée humaine, 24 heures pleines, l'ensemble de notre observation télescopique de la Grande Tache tiendrait dans les 7 dernières millisecondes avant minuit. 7 millisecondes. Et c'est sur cette poussière de temps qu'on prétend savoir ce qui est normal pour Jupiter, ce qui ne l'est pas, ce qui devrait durer et ce qui devrait disparaître. Personne ne sait, en vérité, combien de grandes taches sont nées et mortes sur cette planète avant que Cassini ne pointe sa lunette vers elle en 1665. Personne ne sait si l'œil rouge que tu vois sur les manuels n'est pas lui-même le 20e, le 100e, le 1000e d'une longue lignée de tempêtes qui se relayent depuis le début du système solaire. Une succession de cyclopes qui s'allument, qui brûlent quelques milliers d'années, puis qui s'éteignent pour qu'un autre prenne la place. Nous serions là, dans ces 7 millisecondes finales, à confondre une transition banale avec une catastrophe historique. Ou alors, exactement l'inverse. Ce que nous regardons s'éteindre n'a peut-être jamais eu d'équivalent. Peut-être que la Grande Tache Rouge est une anomalie unique dans l'histoire de Jupiter. Un orage statistiquement improbable, formé une seule fois par une combinaison de facteurs qu'on ne reproduira plus jamais, et dont notre génération est la dernière à porter témoignage. Personne ne peut trancher, parce que les données pour trancher n'existent pas. C'est là que l'inconfort devient profond. Nous regardons un phénomène vivant, immense, plus vieux que toutes nos institutions humaines, et nous ignorons si nous assistons à sa naissance, à sa vie ou à son agonie. Nous tenons un seul instantané. Sur cet instantané, la couleur change, la taille rétrécit, la forme s'arrondit. Une seconde tache s'allume à côté de la première. La planète parle dans une langue dont nous n'avons que quelques mots, prononcés sur 3 siècles, par des humains qui ne se sont même pas toujours compris entre eux, revient à l'image du début. Cet œil cyclopéen, posé au sud de l'équateur jovien, qui te fixe depuis le temps de Cassini et de Louis XIV. Tu sais maintenant qu'il n'a pas toujours mesuré 40 000 km, qu'il fait ce soir à peine 14 000, qu'il rougit, qu'il pâlit, qu'il rapetisse au rythme d'une combustion gravitationnelle invisible que personne n'a vue de ses yeux. Tu sais qu'au-dessous de lui crépitent des éclairs 1000 fois plus puissants que les nôtres, que des grêlons d'ammoniac à demi-liquide plongent dans la nuit jovienne, que des cyclones polaires se tiennent en cercle parfait sans se manger, que des aurores plus larges que la Terre brûlent sans répit autour des pôles, et qu'un océan d'hydrogène métallique alimente un champ magnétique capable de foudroyer un être humain en quelques minutes. Et tu sais surtout que cet œil pourrait se fermer avant la fin de ta vie. 360 ans qu'il regarde dans ta direction. Et toi, tu seras peut-être la dernière personne à le regarder en retour. Si tu veux savoir ce que Juno a entrevu sous ces nuages, ce que les équipes n'ont jamais encadré dans les photos officielles, la vidéo à l'écran continue l'enquête.